Oh yes! Salut tout le monde! Aujourd'hui, on jette un œil sur la business qu'est la WWE et ses nombreux secteurs d'activité autres qu'à la lutte et surtout ceux avec lesquels ils se sont solidement mis le doigt dans l'œil. Mesdames et messieurs, adultes de tous âges, le troisième câble commence. Là! Oh que oui! Bienvenue tout le monde à un autre épisode du podcast Le Troisième Câble, le seul podcast de lutte qui va au-delà des quatre coins du ring. Je suis encore et toujours votre animateur Y2 Joe Jonathan Champagne, toujours à son poste pour vous parler des vraies affaires. Et aujourd'hui, la vraie affaire, c'est la WWE, mais surtout ses filiales et branches et autres secteurs d'activité qui ont floppé. Évidemment, la WWE et en même temps Vince McMahon, étant une business et un businessman, il n'œuvre pas juste dans un seul secteur d'activité comme la lutte, mais dans plein d'autres branches du multimédia, du sport et ainsi de suite. Comme plusieurs le savent, la WWE œuvre dans le cinéma avec les WWE Studios. Ils font aussi dans la vente en ligne avec le www.shop.com. Évidemment, il y a la plateforme de streaming WWE Network, où est-ce qu'il y a plein de programmes originaux de la WWE et d'anciens shows de Raw, SmackDown, les pay-per-views de la ACW, de la WCW, des vieux pay-per-views de la WWE et WWF qui n'existent plus aujourd'hui, des entrevues diverses, des documentaires, name it. La plateforme est vraiment remplie et déborde de stock. Et pour ceux qui ne le savent pas, la WWE font aussi dans le design et la distribution de vêtements et accessoires sportifs avec la compagnie Tap Out. Ils sont copropriétaires de la compagnie depuis à peu près 2014-2015. Et plusieurs se rappellent d'avoir vu justement certaines pubs de Tap Out avec Charlotte, avec John Cena, avec Kofi Kingston, avec Dolph Ziggler, qu'on les voyait s'entraîner avec le linge de Tap Out sur le dos. Et là, ça l'a permis à Tap Out de devenir quand même un gros compétiteur de Under Armour. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est les branches, c'est les filiales et les autres secteurs d'activité de la WWE qui n'ont pas marché. Et on commence le premier bloc avec les Cape Cod Buccaneers. C'est quoi ça, vous allez me dire, les Cape Cod Buccaneers? Ben c'est bien simple, c'était une équipe de hockey professionnelle de la Ligue de hockey de la côte atlantique. Et Vince McMahon en a été le propriétaire entre 81 et 82. Et Vince McMahon voyait à quel point que la Ligue, il n'aimait pas comment que la Ligue s'opérait, comment les matchs se déroulaient durant la saison. Et il a décidé lui-même d'arrêter ses activités dans le hockey après une seule saison, qui d'ailleurs s'est terminée à 17 victoires, 21 défaites et un seul match nul. Et c'est comme ça qu'après une seule saison, l'équipe n'existait plus. Et qui dit équipe de hockey dit aussi aréna de hockey. Parce qu'en 1979, 2 années avant qu'ils construisent dans le fond cette équipe-là, Vince McMahon a acheté le Cape Cod Coliseum pour évidemment essayer d'attirer une équipe de hockey de la Ligue de la côte atlantique, comme je disais. Il n'y avait pas seulement du hockey qui était présenté dans le Colisée, il y avait évidemment des matchs de lutte, donc les Hulk Hogan, Andre the Giant, Sergeant Slaughter, Bob Backlund et autres ont lutté dans le Colisée de Cape Cod. Et Vince McMahon étant Vince McMahon, il ne veut pas juste avoir de la lutte ou du sport présenté dans son aréna. Il y avait évidemment du roller derby. Il y a les personnages de Sesame Street qui ont fait du patinage artistique avec Sesame Street Live on Ice. Il y a eu aussi des concerts de musique. Et là, quand on parle de concerts de musique, là, moi je parle pas des petits bands qui commencent dans les bars. On parle des gros joueurs comme Aerosmith, The Clash, Talking Heads, Def Leppard, Iron Maiden, et j'en passe, mais comme on voit, c'est quand même des gros noms qui ont performé dans le Colisée de Cape Cod. Mais Vince McMahon n'avait plus d'intérêt vraiment en 1984 d'avoir le Colisée. Il l'a donc vendu à une compagnie qui s'appelait Christmas Tree Shops, qui en a fait un entrepôt. Et on termine le premier bloc en parlant d'une idée qui a été par contre avant-gardiste et même précurseur. Je parle ici de la Radio WWF. Donc, évidemment, comme le nom le dit, la WWF, à l'époque, a voulu se partir une émission de radio
animé par Jim Ross et un certain Johnny Polo qui par la suite allait devenir le fameux Raven. Donc l'idée était que la WWF allait évidemment promouvoir son produit, donc ses shows de lutte avec des entrevues avec les lutteurs, ainsi de suite, mais aussi allait avoir une espèce d'insider look, qu'on allait ouvrir les portes de la compagnie et un peu plus voir ce qui se déroulait backstage. Est-ce qu'il y avait des vrais conflits avec les lutteurs, et ainsi de suite. Et on parlait pas juste de la WWF, on discutait aussi de d'autres incidents qui se déroulaient dans d'autres fédérations, comme le fameux incident qui s'est déroulé entre Psycho Sid et Arn Anderson, où est-ce que Arn Anderson avait poignardé Psycho Sid avec une paire de ciseaux. Ça avait fait le tour des manchettes à l'époque. Là, malheureusement, ça n'a pas duré longtemps à cause que Jim Ross a été renvoyé pour la première fois en 93. Quand je dis pour la première fois, c'est que c'est arrivé plusieurs fois par après qu'il se fasse renvoyer et ramener à la compagnie parce qu'ils se sont rendus compte qu'il en avait trop de besoin. Donc ça n'a pas duré longtemps. Par contre, comme j'ai dit, c'était avant-gardiste et précurseur. C'est-à-dire que une dizaine d'années plus tard, la WWE a lancé l'émission WWE Confidential, qui justement ouvrait les portes, comme j'ai dit, sur le backstage de la lutte. Donc on parlait évidemment du fameux Montreal Screwjob qu'il y avait eu entre Shawn Michaels et Bret Hart, où est-ce que Vince McMahon avait trahi Bret Hart live à la télé à Survivor Series en 97. Et on parlait de ce qui s'était passé backstage, du fait que Bret Hart avait attaqué Vince McMahon, il avait sacré un coup de poing. On parlait aussi du départ hâtif de Stone Cold Steve Austin en 2002, où est-ce qu'il avait quitté la WWE parce qu'il n'était pas d'accord de la direction créative, et ce qui avait mis pas mal la WWE dans le trouble à l'époque. Donc il y avait plusieurs contenus comme ça, insiders comme on appelle. Et aussi, la radio WWF a été le précurseur de tous les podcasts que les lutteurs ont créés par la suite, que ce soit Stone Cold Steve Austin, Chris Jericho, Jim Ross lui-même, Corey Graves, New Day, Alexa Bliss et j'en passe. Donc cette fameuse émission de radio a été ce qui a précédé tous les podcasts de lutte qui ont été créés par la suite à la WWE. Avant de poursuivre, je voudrais y aller avec le bref bulletin de nouvelles habituel. On apprenait en fin de semaine que Edge et Daniel Bryan ont des rôles significatifs à la WWE présentement, même qu'ils feraient partie du staff d'écriture de leurs shows respectifs, donc Edge à Raw et Daniel Bryan à SmackDown. D'ailleurs, c'est mentionné que si on voit un petit peu plus souvent à la télé des lutteurs comme Grand Metalik et Shorty G, c'est à cause de Daniel Bryan. Apparemment, Vince McMahon serait un petit peu plus ouvert aux idées out of the box. Donc, c'est la raison pourquoi que des lutteurs un peu de bas de carte sont utilisés plus souvent. Et on souligne aussi qu'il faudrait s'attendre à ce que Chad Gable drop sa gimmick de Shorty G. Ça reste à voir. Aussi, on apprenait que la WWE ne s'était toujours pas décidée sur une date et aussi un lieu pour présenter le Royal Rumble 2021. Habituellement, ils l'annoncent au courant du mois d'août. Évidemment, avec toute l'histoire de la pandémie qui se poursuit et toutes les incertitudes qui viennent avec, on ne sait même pas si la WWE va pouvoir présenter le Rumble en janvier comme à l'habitude. On ne sait même pas s'il va y avoir du public à ce moment-là. Est-ce qu'il va falloir qu'il le présente au Performance Center comme tous les autres pay-per-view dans les derniers mois? Même SummerSlam, apparemment, était supposé se présenter au Performance Center. Mais pour ce qui est du Rumble, rien n'est encore décidé, donc ça aussi, ça reste à voir. Et on enchaîne maintenant avec le volet un petit peu plus touristique, vacancier de l'émission. Parce que oui, madame, non seulement la WWE a touché au divertissement sportif de toutes sortes et les concerts de musique, mais aussi la WWE a touché au tourisme avec le fameux Wrestle Vessel. Là, vous me demandez, c'est quoi ça, Joe, le Wrestle Vessel? C'est bien simple. C'est un bateau de croisière. Donc oui, la WWF à l'époque, dans les milieux des années 90, offrait des voyages en croisière pour la modique somme de un peu plus de 1000 $ par personne. Et donc, il était possible de rencontrer plusieurs lutteurs, dont Stone Cold Steve Austin, Triple H, Bret Hart, Owen Hart, Sable, Mark Merrow, Shawn Michaels, Jim Ross, et j'en passe. Et là, il y avait plusieurs activités d'offerte, comme des games de volleyball, des sessions de photos, des sessions de signature d'autographes, des cocktail parties avec les lutteurs. Malheureusement, ça a seulement duré 2-3 ans, cette activité-là.
Je sais pas si ça serait possible aujourd'hui de ramener ça avec le... Ben, peut-être pas pendant la pandémie, évidemment, mais dans un contexte habituel de comment la WWE est gérée aujourd'hui, comment que la cédule surtout est gérée. J'imagine que oui, là. Aujourd'hui, on est capable d'enregistrer des épisodes de Raw et de SmackDown à l'avance. Donc, j'imagine que ce serait possible de prendre une petite semaine de congé puis de faire plaisir aux fans en les invitant dans un bateau de croisière avec les lutteurs comme Randy Orton, AJ Styles, Seth Rollins, Rey Mysterio et j'en passe. Par contre, il y a déjà quelqu'un qui a pris l'idée, qui s'en est inspiré. Je parle ici de Chris Jericho avec son fameux Rock and Wrestling Wager at Sea. Ça fait déjà un bon 3 ans qu'il fait ça. La 3e édition était supposée d'être justement cet hiver. Par contre, avec la COVID actuelle et les voyagements hors États-Unis qui sont pas mal impossibles présentement, on ne sait pas à cause de qui, hein? Mais donc, c'était quoi ça, le Rock and Wrestling Wager? C'est bien simple, c'est que comme le Wrestle Vessel, Chris Jericho part en croisière avec des fans qui ont acheté une cabine dans le bateau. Puis il offre non seulement des événements de lutte, donc vraiment des combats, il y a un ring sur place, de montée, tout ça, mais il y a aussi des concerts de musique et aussi des one-man shows. Il y a des humoristes qui se produisent sur le bateau de croisière, donc c'est quelques jours là, assez divertissants, j'imagine. Évidemment, c'est pas donné, là, c'est dans le 2000 quelques dollars et plus, là, pour ceux que ça l'intéresse, là, et surtout pour ceux qui peuvent se le permettre. Allez voir ça. La WWE voulait aussi s'aventurer dans l'hôtellerie et le gambling. À la fin des années 90, Vince McMahon voulait s'ouvrir un hôtel et un casino. Ils en ont finalement gagné un dans un enchère. Et vraiment, là, toutes les idées y ont passé. Là. Si je dis toutes les idées, c'est parce que l'hôtel et le casino n'ont jamais ouvert, finalement. Mais ils avaient pensé à plein de choses comme le House of Ribs de Jim Ross, le salon de tatouage de Undertaker, une boutique de vente de lingerie fine à l'effigie de Sable, des légendes de la lutte allaient accueillir les gens à l'entrée du casino. Donc vraiment, là, tout y passait. Par contre, comme j'ai dit, les McMahon, finalement, ne se voyaient pas vraiment là, investir toute leur énergie dans un casino. Ils ont finalement vendu là, tard en décembre 2000. Selon moi, là, un hôtel et un casino à l'effigie de la WWE. Donc pour moi, l'idée était très intrigante. Parlons maintenant de restauration. Parce que oui, mesdames et messieurs, pour ceux qui ne le savent pas, pour les quelques ceux en fait, parce que c'était très populaire à l'époque, la WWF, qui est devenue par la suite WWE, s'est lancée dans la restauration en novembre 1999, quand il a lancé son fameux WWF New York, qui consistait en fait à être un restaurant qui était au sous-sol avec un nightclub et une salle d'arcade. Ça devait être cool. Au premier étage, c'était une boutique où ils vendaient plein de marchandises de la WWF et des éléments divers du passé. Là. Et à cet endroit-là, on y présentait aussi les émissions de Raw, SmackDown, même des pay-per-view. Il y avait des signatures d'autographes. Le restaurant montrait aussi les pay-per-view au Royaume-Uni, comme Insurrection. Il était présenté gratuitement pour les spectateurs dans le restaurant. Et en 2002, suite évidemment au changement de la WWF à la WWE, ils ont décidé de changer le nom aussi pour The World, tout en gardant leur nightclub, leur restaurant accessible, pour finalement fermer en 2003. Et le complexe en tant que tel a resté fermé pendant 2 ans, jusqu'en 2005, quand le Hard Rock Café s'est installé. Par contre, par la suite, la WWE a quand même pu emprunter, dans le fond, le Hard Rock Café pour y présenter la finale du Diva Search en 2006 et aussi faire des conférences de presse pour les WrestleMania 24, 25, 27 et 30. Ce qui est particulier aussi avec le restaurant The World, c'est que ça l'a inspiré en juillet 2002 la WWE à ouvrir un magasin au Canada qui s'appelait WWE Niagara Falls. Donc, comme ça le dit, c'était aux Chutes Niagara, c'était pas mal plus un commerce de vente d'accessoires et de produits de la WWE comme des figurines, des t-shirts, des livres, des DVD. Mais il y avait aussi certains événements comme des signatures d'autographes. Il y avait même aussi un manège sur les lieux, comme un peu l'orbite à la ronde. Mais il y avait un manège qui s'appelait le Pile Driver, qui est inspiré évidemment du move de lutte et qui est en fonction de la mi-mai jusqu'à la mi-novembre. Donc pour son ouverture, justement, il y avait eu plusieurs invités sur les lieux comme Trish Stratus, Chris Benoit, Val Venis, qui étaient venus signer des autographes pour les fans.
Et par la suite, il y a plusieurs lutteurs qui ont été signés des autographes, comme John Cena, Batista, Rey Mysterio, Randy Orton, Edge, Rob Van Dam, Booker T, Roddy Piper, et j'en passe. Et il y a même un barbecue event qui avait été produit par Jim Ross. Donc, il y a plusieurs événements qui se sont faits pendant plusieurs années à cet endroit-là. Et je dirais que c'est pas mal une des branches de la WWE qui a duré le plus longtemps, parce que ça l'a cessé en mars 2011, donc presque 9 ans après son ouverture. Donc, oui, ça l'a floppé, mais ça a quand même eu du succès pendant presque une décennie. Donc, dans tous les événements qui a floppé, c'est celui qui a eu le plus de succès. Passons maintenant au segment croc en jambe et descente du coude. Allons-y avec mon croc en jambe de la semaine. Il y avait des rumeurs depuis quelques semaines comme quoi que la WWE prévoyait peut-être présenter son pay-per-view SummerSlam en 2 parties. Sauf que là, il y aurait une semaine d'intervalle. Donc, première partie le 23 août et suivi de la deuxième partie le 30. Il y avait aussi des rumeurs comme quoi que peut-être à la place de SummerSlam en 2 parties, il prévoyait peut-être faire le deuxième Evolution. On se rappellera du premier qui avait été présenté en octobre 2018. C'était le pay-per-view 100% féminin. Et ça fait plusieurs mois, même 1 an facile, que les gens attendent d'avoir un deuxième Evolution. Ça avait été très populaire à l'époque et honnêtement, c'était un excellent show. Je comprends pas d'ailleurs moi-même pourquoi il n'y a jamais eu une deuxième édition. Eh bien, imaginez-vous donc que la WWE prévoit ramener Payback. Donc on se rappelle, Payback, la dernière fois que ça a été présenté, c'était en 2017. Et on s'entend que les commentaires avaient été assez destructeurs. Souvenons-nous que c'est là qu'il y avait eu le laborieux combat entre Samoa Joe et Roman Reigns, où est-ce que le public se levait de leur siège pour quitter l'aréna pendant le match. Donc, je vais vous le répéter pour que ça rentre bien dans votre tête. Payback va être présenté 1 semaine après SummerSlam. Donc, quand eux ils disent de réduire les pay-per-views, ben, ils en rajoutent 1 semaine après ton plus gros pay-per-view de l'été. C'est tellement ridicule, j'aurais envie d'applaudir, mais les bras me sont déjà tombés du corps. Et maintenant, ma descente du coude de la semaine. Eh bien, j'ai pas le choix de mentionner les Bella Twins. Donc, nos belles jumelles Nikki et Brie Bella, qui font tout dans la vie ensemble. Ça a encore été plus prouvé l'année dernière quand elles ont annoncé qu'elles étaient tombées enceintes presque en même temps, à quelques jours, quelques semaines d'intervalle. Eh bien, on apprenait ce week-end que Nikki Bella a accouché d'un beau petit garçon le 31 juillet, suivi de Brie Bella qui a accouché elle aussi d'un petit garçon le 1er août. Donc comme quoi qu'elles font vraiment tout en même temps, même accoucher. Et on termine notre épisode d'aujourd'hui sur les filiales et autres secteurs d'activité qui a floppé à la WWE avec notre volet What the Hell, où on va parler des projets un peu les plus absurdes que la WWE a tenté. Et honnêtement, il n'y a vraiment pas plus absurde ou ridicule que la WBF. Oui, la World Bodybuilding Federation. Et pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, c'est quoi ça, la World Bodybuilding Federation? Mais c'est la Fédération mondiale de musculation. Parce que oui, c'était pas assez que Vince McMahon était bandé bien dur au début des années 90 sur ses gros bonhommes musclés, mais il fallait qu'il ait une idée de génie et veuille révolutionner le monde de la musculation. Parce qu'apparemment, il y avait de la demande là-dedans. Et Vince McMahon étant Vince McMahon, il ne voulait pas juste faire une simple compétition de musculation, non. Il voulait mélanger avec ça certains éléments de la lutte. Donc, il voulait développer des personnages à ses compétiteurs. Il voulait leur faire des promos. Il y avait des thèmes musicaux quand ils entraient sur le stage. Il y avait même du commentary. Donc, Vince McMahon était lui-même commentateur aux côtés de Bobby the Brain Heenan. Et pour démontrer à quel point il était all-in dans son idée, c'est qu'il avait décidé de faire une espèce de crossover avec la WWF en amenant quelques compétiteurs de la WBF et quelques superstars de la WWF pour aller faire un épisode spécial de Family Feud à l'époque. Mais bon, son périple dans le bodybuilding n'aura seulement duré que 2 ans. En 92, plusieurs bad luck se sont passés dans la fédération. Premièrement, McMahon avait fait un deal avec la légende Lou Ferrigno, qui était justement un ancien bodybuilder, et aussi l'incroyable Hulk à la télé.
Mais finalement, Lou Ferrigno n'a jamais apparu à la WBF. Lui et McMahon n'ont jamais réussi finalement à s'entendre et le projet est tombé à l'eau. Aussi, le 13 juin 1992 était supposé être la deuxième compétition produite live sur pay-per-view et était supposé d'avoir le lutteur professionnel Lex Luger qui était supposé de faire une apparition spéciale dans l'événement. Quelques jours avant, par contre, il avait malheureusement eu un accident de moto. Il n'avait pas pu évidemment se présenter à l'événement, mais il avait fait une espèce d'entrevue via satellite en direct de sa chambre d'hôpital. Et évidemment, l'événement a floppé totalement. D'ailleurs, après le pay-per-view, Vince McMahon a appelé les propriétaires de la Fédération internationale de musculation, donc la International Federation of Bodybuilding, pour leur signifier dans le fond là, qu'il annonçait que la WBF allait fermer, dans le fond, il faisait faillite. Et ce qui était particulier dans cette décision-là, c'est que c'est survenu quelques mois à peine avant les fameuses accusations de distribution de stéroïdes que Vince McMahon a fait face. Un très gros scandale qui a failli fermer la WWF au début de 1993. Et passons maintenant à la plus légendaire des What the Hell, et j'ai nommé la XFL. Pour ceux qui se demandent c'est quoi ça veut dire la XFL, sachez que même la WWE, donc Vince McMahon, n'a jamais vraiment décrit qu'est-ce que voulait dire XFL. Évidemment, on sait bien que FL veut dire Football League, mais ça n'a jamais été mentionné ou déterminé que voulait dire le X. Pas mal de gens pensaient qu'à l'époque c'était Extreme Football League, mais au même moment que la XFL était en train de se bâtir, il y avait une autre ligue de football prénommée Extreme Football League qui était en train de se bâtir, donc ils ne pouvaient pas utiliser ce nom-là. Donc la XFL, dans un sens, n'avait pas vraiment de nom. Le X était laissé à notre propre interprétation. C'est pas beau la vie, hein? Ce qui est vraiment fascinant dans ce projet-là de la XFL, c'est que Vince McMahon l'a essayé 2 fois. Une fois au début des années 2000-2001, où est-ce qu'on s'entend, ça l'a floppé, mais sur un moyen temps. Évidemment, ça l'a floppé pour plusieurs raisons. Premièrement, les annonceurs faisaient du trash talk. Il y avait des micros partout dans le locker room, sur le terrain. Les joueurs, les coachs avaient des micros. On entendait des insultes partout pendant le match. Les cheerleaders qui étaient encore moins habillés que les cheerleaders normales de la NFL. Les matchs étaient d'une violence sans nom. Ça allait pas bien, là, vraiment pas. C'était pas pris au sérieux, mais pas du tout. Et c'était quand même une grosse raison pourquoi que ça l'a floppé, parce que la WWE donnait l'impression de se moquer du sport et ne prenait vraiment pas au sérieux les règles établies par le sport professionnel, comme la NFL. Et aussi, parlant de règles, il y a beaucoup de règles qui étaient changées. Comme les joueurs avaient le droit, même que c'était fortement suggéré, qu'ils ne mettent pas leur nom de famille sur le chandail, mais bien un surnom qu'ils pouvaient choisir allègrement comme ça. Il y a même certains joueurs qui se permettaient de changer leur surnom à chaque semaine, donc à chaque game. Vous pouvez comprendre que ça devait être compliqué pour les commentateurs et même pour les fans surtout, de savoir qui avait le ballon et qui était sur le terrain. Autre règle qui a changé par rapport à la NFL, c'est le fameux coin toss au début de chaque partie. Mais là, c'était pas une pièce de monnaie qui allait décider la possession du ballon, mais bien un human coin toss, c'est-à-dire que le ballon allait être centré au milieu du terrain et un joueur de chaque équipe allait se positionner à chaque bout de terrain et le premier qui se rendait au ballon en gagnait la possession pour son équipe. Et d'ailleurs, la première fois que ce fameux coin toss-là a été fait, un des joueurs de l'équipe de Orlando s'est blessé en allant chercher le ballon et a finalement dû manquer le reste de la saison car il avait subi une dislocation d'épaule. Donc vraiment, là, c'était assez violent et assez reckless, comme on dit en anglais. Donc c'était pas très sécuritaire comme ligue de football et dû aux très mauvais ratings et aux mauvais commentaires et aussi au fait qu'aucun réseau de sport majeur voulait parler sérieusement de la XFL, donc ça l'a floppé après seulement 1 an. Pour finalement revenir en 2018 où est-ce que Vince McMahon a annoncé le retour de la XFL. Par contre, c'était malheureux parce qu'ils avaient décidé d'offrir une ligue de football standard avec les règlements qu'on connaît et que la possession du ballon était décidée de la façon qu'on connaissait aussi. Et les ratings étaient meilleurs, étonnamment, mais ils ont dû cesser évidemment toute opération en début mars à cause de la pandémie de la COVID pour finalement faire faillite et mettre la XFL à vendre.
Et il y a quelque temps, en juillet, ESPN a décidé de vraiment là, couper tous les ponts avec la XFL, même si c'était confirmé qu'il y avait plusieurs acheteurs potentiels. La ligue est maintenant rendue défunte. Et voilà tout le monde, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller liker nos pages Facebook et YouTube, le troisième câble podcast. Continuez de nous suivre sur baladoquebec.ca. Et je reviens à mon habitude de vous laisser sur une parole de sagesse de notre grand et fameux capitaine Charles Patnaud, qui a déjà dit une phrase que j'utilise moi-même encore aujourd'hui, et je cite « Retroussons notre courage et prenons nos manches à deux mains. » Sur ce, je vous dis ciao, portez-vous bien. On se retrouve la semaine prochaine, car le troisième câble se termine là.